je voudrais en profiter pour vous donner des nouvelles de Flotte de combat. Flotte de combat qu'on attendait, vous savez que c'est ce gros livre, cette grosse bible des marines militaires. On l'attendait en 2010, ça aurait été le rythme normal. Mauvaise nouvelle, il n'est pas sorti en 2010, il n'est pas sorti en 2011, mais bonne nouvelle, il sort en novembre 2012. Donc la prochaine mouture est pratiquement prête. J'ai eu le rédacteur, Bernard Preslin. Alors je rappelle que c'est sur lui que repose tout ce travail. C'est sur un homme. Il n'y a pas d'équipe derrière. C'est un rédacteur qui travaille sur cette Bible. Je l'ai eu lundi. Il était en train de peaufiner les toutes dernières notices. Je crois qu'il était sur le Vietnam. Il avait réglé le cas du Yémen, mais il était encore sur le Vietnam. Et puis l'éditeur frappait à sa porte, et donc je l'ai laissé travailler. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce retard? Bon, deux raisons. La première, c'est une raison, je dirais, pratiquement personnelle. Bernard Preslin était un officier de réserve, certes, mais c'était un civil, c'était un assureur. Il a pris sa retraite et le passage du monde professionnel à un autre monde a été un peu plus compliqué pour des questions administratives. Il a perdu beaucoup de temps à se débattre avec des tas de gens. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que il a assisté, enfin il n'est pas le seul, mais on a assisté à une sorte de prolifération dans le domaine des marines militaires. Et cette prolifération a provoqué l'adjonction de 150 pages supplémentaires à l'édition qui va sortir. Donc on est passé de 1312, je vérifie, à environ 1460 pages pour l'édition qui sera donc disponible dans quelques semaines. Alors on pourrait être surpris parce que on sait que les budgets de la défense sont plutôt à la baisse, on sait que les formats des armées et des marines sont aussi également revus plutôt à la baisse. Comme me le disait Bernard Preslin, malheureusement c'est le cas de l'Europe, mais ce n'est pas le cas de d'autres continents, en particulier de l'Asie. Il me donnait l'exemple de la Chine. Au cours de la dernière année, les Chinois ont mis à la mer une trentaine de grosses unités, dont un porte-avions. Puis il n'y a pas que les Chinois, des pays comme la Corée du Sud, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan ont également augmenté le nombre de leurs navires, le tonnage de leur flotte. Et puis cette inflation s'explique aussi par la multiplication maintenant du nombre de gardes-côtes. Le nombre de gardes-côtes qui explose en Asie, mais aussi en Afrique de l'Ouest, où on voit un certain nombre de marines d'Afrique de l'Ouest s'équiper. Donc ça explique les 150 pages supplémentaires et puis le retard de notre rédacteur. En tout cas, tout ça, ça démontre que la mer mérite et puis reçoit une attention grandissante. L'actualité, je suis bien placé pour le dire, l'actualité est aussi là pour le rappeler. L'amiral Lajousse a cité les problèmes de piraterie, les conflits territoriaux. On parle aussi de la multiplication des missions de service public. On parle également de l'exploitation des ressources de la mer, et je pense que les CNS est bien positionné pour nous en parler. Les enjeux donc sont multiples, ils sont stratégiques, ils sont économiques. Et je cite encore des CNS puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier rapport d'activité, le rapport d'activité 2011 est intitulé « Le 21e siècle sera maritime ». C'est péremptoire, mais je crois qu'ils ont raison. Qu'est-ce que fait la France dans tout cela? Eh bien, pour répondre à cette question, trois intervenants ont accepté l'invitation de l'IHEDN. Monsieur le sénateur Lorjou, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, l'auteur d'un rapport remarqué, je ne vais pas revenir et remarquable. En revanche, en décembre 2011, il avait déjà été le co-auteur d'un autre rapport sur la révision du livre blanc. Et puis je crois qu'il travaille actuellement sur un autre rapport sur les questions de renseignement. Deuxième participant à cette table ronde, le contre-amiral Patrick Chevalereau. Bonjour, amiral. Qui occupe depuis septembre 2011 les fonctions de secrétaire général adjoint de la mer. Il a été auparavant pilote dans l'aviation de patrouille maritime, et puis il a occupé un certain nombre de postes à la DAS, à l'EMA et à l'OTAN.
Enfin, Gilles Langlois des CNS, directeur de la préparation de l'avenir à des CNS, il faudra qu'il nous explique ce titre, je pense. Ancien auditeur de la HEDN. Il a commencé sa carrière à la DCN, 96. Et il a travaillé sur le programme des FREM de 2005 à 2010. Et donc maintenant, il se tourne encore plus résolument vers l'avenir. Donc la parole pour commencer est au sénateur Lorjou. Monsieur le sénateur, c'est à vous. On va là-bas ? Comme vous voulez. C'est comme vous voulez, moi ça m'est égal. Général, monsieur l'ambassadeur, chers amis, je voudrais d'abord saluer mon ami Louis Mermaz, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, qui est parmi nous. Je suis très heureux de le voir. Le monde change, il évolue, il bouge, et nous nous posons la question de savoir où sont les nouvelles gravitations stratégiques. Où est la nouvelle géographie en mouvement mondial? Vers quel horizon doit-on centrer et diriger demain l'essentiel national? Il y a consensus pour souligner la montée en puissance des enjeux maritimes, tant du point de vue économique, aussi bien en matière de flux que de ressources, que d'un point de vue géopolitique, avec une nouvelle compétition pour les territoires et les ressources en mer, mais aussi d'un point de vue militaire, avec la montée des menaces et le caractère central de l'action de la mer vers la terre, ou encore d'un point de vue juridique, avec les problématiques de délinéation, de délimitation des espaces maritimes et d'équilibre entre la liberté de circulation en mer et la nécessité d'une régulation en mer. Il y a également consensus pour que la France puisse disposer demain d'une marine à la hauteur de ses enjeux. Les questions qui se posent concernent moins le constat, d'ailleurs, que les conclusions qu'on en tire. Parmi l'ensemble de ces questions, je voudrais en relever simplement quelques-unes. La première, d'actualité immédiate, c'est de savoir si l'appareil d'État, le ministère de la Défense et la Commission du Livre blanc ont bien pris la mesure de l'enjeu maritime et de l'évolution de cet enjeu dans le temps. Il nous semble que la situation a considérablement changé depuis le Livre blanc de 2008, qui n'en avait, il faut bien le dire, pas pris la dimension. La seconde série d'interrogations est en quelque sorte une déclinaison géographique de la précédente. Prenons la Méditerranée, qui est devenue une zone d'instabilité majeure à quelques dizaines de kilomètres de nos frontières. A-t-on bien pris la mesure de cette évolution? Le contrat opérationnel de la marine a-t-il été modifié pour prendre en compte les conséquences de cette évolution? Comment? Quelles sont les perspectives d'une politique maritime européenne appliquée à cette mer intérieure, et vous avez cité Brodel tout à l'heure, qui constitue la frontière sud du continent? Prenons l'océan Indien, où notre présence est de plus en plus concurrencée par la montée en puissance des marines des pays émergents, au premier chef desquels la marine chinoise et indienne. Quelles sont nos ambitions dans cette zone? Les perspectives de coopération. A-t-on les moyens ou non d'assurer une présence dissuasive sur l'ensemble de nos possessions, 11 millions de kilomètres carrés? Il ne faut pas s'arrêter là. Nous avons également des intérêts manifestes dans le Pacifique. Se pose également la question de savoir si nous devons rester spectateurs dans ce qui se passe en mer de Chine. Quand on voit les événements récents entre la Chine et le Japon, ou Chine et d'autres, on se rend bien compte que la course pour la captation des ressources a commencé et que se joue notamment dans cette compétition la préservation du droit international de la mer par opposition au pur rapport de force.
Nous avons un intérêt stratégique à la préservation et au respect de ce droit, et notamment du principe de libre circulation en mer. Que faisons-nous dans ce sens? À travers le prisme géographique, nous mesurons le risque de déclassement de la France et de l'Europe dans le monde. Ce risque est-il réel? Nous avons pu constater l'augmentation des ambitions et des budgets des pays émergents dans le domaine maritime, avec une croissance de l'effort d'investissement qui est aujourd'hui sans commune mesure avec celle de nos budgets. Quelles sont les conséquences à terme de ces évolutions? Que fait l'Europe? On nous parle de coopération, de mutualisation, mais pour toujours renvoyer au lendemain. Nous avons pu constater combien la définition d'intérêts stratégiques communs est difficile. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan du volet maritime des accords de Lancaster House, mais on peut se demander légitimement si nous sommes à la hauteur des enjeux. Jusqu'où sommes-nous prêts à partager nos moyens souverains? Et pour quel gain? La coopération européenne est-elle un leurre ou la seule voie d'avenir pour préserver notre influence sur les océans? Est-ce à la France de montrer la voie, le sillon? Mais comment? Voilà une série de questions qui est au centre de notre débat. Si l'on regarde maintenant ce thème d'un point de vue financier et industriel, la question centrale, naturellement, est celle du financement, du renouvellement et de la modernisation de notre marine. Vous l'avez souligné. Notre analyse des évolutions géopolitiques doit en effet se traduire par une réalité budgétaire. À un moment où se rédige le nouveau livre blanc, préalable à une nouvelle loi de programmation, dans le contexte des finances publiques que nous connaissons, l'enjeu, c'est évidemment, comme partout, le budget. J'y reviendrai en conclusion. Il faut avoir à l'esprit que le seul maintien du format actuel de la marine suppose un effort financier considérable. Le format défini en 2008 et réduit depuis ne prenait pas en considération ces évolutions géopolitiques que je viens de décrire à grands traits, à très grands traits. Nous ne sommes pas pour autant plus tout à fait sûrs de pouvoir financer tout son maintien. Je rappellerai quelques chiffres. Si l'on considère les retraits temporaires de capacité sur la période 2000-2012, le nombre de frégates a diminué de 43%. Le renoncement à un deuxième porte-avions conduit le groupe aéronaval à n'être disponible que 65% du temps. Les capacités en patrouilleurs hauturiers qui assurent la surveillance des zones économiques exclusives des territoires d'outre-mer pourraient baisser de manière très importante à l'été 2016. Entre 75 et 100% des équipements doivent être modernisés ou remplacés dans les 10 prochaines années. Devant cette situation, deux questions se posent. Celle de l'adaptation de ce format aux missions et celle de son financement. S'agissant de la première question, il s'agit de savoir si le format actuel est adapté aux missions. Autrement dit, au-delà de la question du renouvellement, se pose celle de l'adaptation du contrat opérationnel aux nouvelles menaces. A-t-on trouvé le bon équilibre entre les moyens de haute mer et les équipements de basse intensité? Quelles sont nos zones prioritaires? Jusqu'où va-t-on? Avec quels moyens? Peut-on faire plus avec moins de bâtiments? Mais il y a une limite. Il y a là, vous le voyez, autant de questions politiques, militaires qu'industrielles que nous devons nous poser. S'agissant du financement, il y a d'un côté l'impératif de réduction des déficits publics qui s'impose à toute la nation, et de l'autre, le choix politique du budget que nous sommes prêts à consacrer à notre défense et à l'intérieur de la défense aux enjeux maritimes. Ces choix ne sont pas uniquement dictés par la situation. Ils relèvent de choix politiques, au sens noble du terme naturellement, et engagent le pays pour plusieurs décennies. Au-delà de la France, il y a la question de l'Europe. Si la Grande-Bretagne et la France sont les seuls pays à conserver une marine
capable d'assurer la sécurité des approvisionnements maritimes du continent. Peut-être faudrait-il, allez, on va dire ça comme ça, imaginer un mécanisme qui permette à ces deux pays de recevoir une contribution financière des autres pays que nous défendons par là même. Notre marine assure aujourd'hui une protection qui est vitale au fonctionnement quotidien des économies européennes. Vous l'avez souligné, amiral. Autrement dit, nous finançons aujourd'hui la sécurité des approvisionnements maritimes de nos voisins européens. Est-ce que ces pays ne devraient pas y contribuer, ne serait-ce que financièrement? Peut-être, dans la situation actuelle, devons-nous par ailleurs réfléchir à de nouvelles modalités de financement de nos équipements entre le public et le privé. Je pense notamment à la contribution des acteurs économiques qui bénéficient directement de la sécurisation de leur activité en mer. Certains montrent l'exemple d'ailleurs. Si demain, nos industriels construisent sur l'ensemble des territoires d'outre-mer des centrales d'énergie thermique, des mers, ou des champs d'éoliennes, ou des unités sous-marines d'extraction de minerais, la marine devra sécuriser ces sites. On pourrait imaginer que ces industriels participent au financement des patrouilleurs qui aujourd'hui nous font défaut pour sécuriser nos zones économiques exclusives. Pourquoi pas? Pour conjurer la tendance actuelle à la diminution des ressources publiques, il n'y a pas 36 chemins. Il nous faut créer de la richesse et retrouver de la croissance. L'économie maritime peut d'ailleurs y contribuer, et elle y contribue déjà. Il y a là des nouvelles filières industrielles qui peuvent être les emplois de demain. C'est pourquoi nous pensons que l'État doit pouvoir fédérer les initiatives dans ce sens et soutenir les industriels qui partent à la conquête de nouveaux marchés dans ce domaine. Je pense notamment à l'industrie navale, mais aussi aux énergies marines renouvelables. Comment? C'est, au-delà des aspects strictement militaires, un enjeu majeur. Et je crois que M. Vallat, cet après-midi, viendra, président du cluster maritime, nous expliquer que demain, peut-être, nous pourrions tous ensemble, enfin surtout le secteur maritime, créer près de 300 000 emplois. Car après tout, c'est dommage que M. Jarmache ne vienne pas, car il aurait pu vous expliquer comment dans le sous-sol marin, il y a toute une liste de minerais et d'éléments qui, demain, si on peut, d'une part, les lister, ensuite en apprécier la faisabilité économique et financière, qu'on dessine de nouvelles routes maritimes, qu'on adapte nos dispositifs de sécurité précisément pour ce transport de richesses, qu'on adapte notre capacité portuaire à recevoir, puisque la France est magnifiquement placée dans tous les chemins que vous avez évoqués tout à l'heure. S'il y a là une politique, une grande politique, mais qui va bien au-delà des 2 ou 3 années qui viennent, qui est une grande ambition pour la France, il y aura là une création de richesses qui mobilisera tous les acteurs français, publics et privés. Et vous évoquiez tout à l'heure le général de Gaulle, à juste titre, mais il y a là, et vous comprenez bien, je terminerai là-dessus, en vous priant de m'excuser peut-être d'avoir été un peu long et de vous avoir lassé, il y a là une grande ambition qui pourrait nous sortir un peu du tunnel noirâtre dans lequel nous nous enfonçons en disant que nous ne sommes pas une grande nation. Si nous sommes une grande nation, oui, nous voulons le demeurer, il faut être volontariste, mais pas simplement. Et si aujourd'hui nous sommes extrêmement contraints dans un plan financier, j'ai d'ailleurs le plaisir de vous dire que le ministre de la Défense nous a expliqué hier soir que pour le budget de transition de 2013, il y aura exactement le même budget qu'en 2012, ce qui est déjà en soi une performance. Le livre blanc doit intégrer une dimension stratégique pour les 20 ou 30 ans qui viennent et qui associe à la fois la défense de l'intérêt national, l'assomption même de ce qu'est la nation pour nous, et en même temps un processus de développement économique à travers la mer. Et si les uns et les autres, j'allais dire nous ramons dans le même sens, vous m'excuserez pour un sénateur d'un département complètement terrien et maire de Romorantin en Sologne, où la Sauldre n'excède pas 1 mètre cube d'eau par seconde, eh bien, vous avez compris qu'en nous assemblant autour de cette grande ambition nationale, je crois que nous serions dans le vrai. Puissent mes collègues
et amis qui travaillent à la rédaction du livre blanc, qui est une ambition à long terme et pas simplement l'assomption d'un budget, j'allais dire, de cambouis financier chaque année, l'intégrer. Et je crois que nous, en faisant cela, nous montrerions le chemin. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Amiral. Oui, donc, mesdames, messieurs, donc beaucoup de choses ont déjà été dites, ce qui rend ma tâche difficile cet après-midi devant vous. Ce que je voudrais simplement peut-être ambitionner de faire ici, c'est de replacer l'action de l'État en mer dans la compréhension de ce paysage et des enjeux maritimes qui viennent de vous être décrits. Alors, la maritimisation en préambule, ou la maritimité, selon l'expression du ministre de la Défense à l'occasion de son récent discours aux universités d'été de la Défense, n'est absolument pas une invention. C'est bien une tendance lourde qui est l'une des caractéristiques majeures des décennies qui sont devant nous. Nous le vivons dans le monde actuel et c'est le monde vers lequel nous allons. Et d'ailleurs, je ne connais pas aujourd'hui d'analyse qui soit divergente. Alors, il y a une articulation extrêmement logique entre la maritimisation et ses conséquences pour la France, la politique nationale maritime, qui vous a été un petit peu dépeinte, en tout cas trois de ses piliers principaux par l'amiral Lajoux, l'action de l'État en mer, qui est un constituant de cette politique maritime nationale, et puis l'outil capacitaire, l'outil fonction garde-côte. C'est le bout de la chaîne, c'est le bout de cette chaîne logique, mais c'est celui qui donne de la cohérence à l'ensemble du raisonnement. Alors les caractéristiques de la maritimisation pour la France, bon, les flux, l'amiral Lajoux les a développés, je ne le ferai pas. Je voudrais simplement souligner un fait, c'est que la France a un héritage, c'est l'héritage d'un domaine maritime absolument immense. Alors ce domaine maritime, il est ce qu'il est. Il n'est pas question de le revendre, on l'a. Il est fait d'enjeux, il est fait d'opportunités qui ont été soulignées, il est fait de droits et il est fait d'obligations. Et à cet égard, on a un petit peu parlé d'Europe. Je voudrais aussi souligner que les caractéristiques maritimes de la France ne ressemblent à celles d'aucun autre pays de l'Union européenne. Trois façades métropolitaine, une proximité géographique des zones les plus fréquentées du monde en termes de trafic maritime, l'ouvert de la Manche, le Pas-de-Calais, des espaces ultramarins qui sont absolument gigantesques et qui en plus ne sont pas confrontés nécessairement aux mêmes problématiques en matière de sûreté et de sécurité maritime. Et puis un étirement géographique de ces espaces qui complique considérablement la question de la surveillance et de leur protection. Ensuite, dans une logique d'accès aux ressources qui a été décrite, qui a été abordée, il y a bien une course aux océans par les puissances maritimes traditionnelles et par les puissances maritimes émergentes. Elles ont été citées, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Corée notamment. Je voudrais souligner que la France a décidé d'y participer. L'amiral Lajoux a dit que la territorialisation des mers était quelque chose qui faisait peur aux marins, c'est vrai, mais on est bien obligé de faire avec puisqu'on a là une tendance lourde. Quelques points de cette stratégie française qui a été mis en place. C'est tout d'abord la consolidation de nos délimitations maritimes, à l'aide notamment du service hydrographique et océanographique de la marine, qui est le référent national pour cette mission. C'est le programme de délimitation nationale de nos espaces maritimes et la publication en cours d'un certain nombre de décrets qui listent notamment des coordonnées et qui donnent donc une valeur opposable. C'est une sécurisation juridique importante dans un contexte où certains de nos espaces sont déjà contestés. Je citerai Tromelin, Clipperton et puis les îlots Matthews et Hunter qui sont au sud
est de la Nouvelle-Calédonie. C'est le programme extra-plaque d'extension juridique de nos plateaux continentaux. Ça, c'est une possibilité qui a été ouverte jusqu'à 350 000 nautiques des côtes par la Convention de Montego Bay. La France a un certain nombre de dossiers en cours déposés auprès de la Commission des limites du plateau continental à Kingston, en Jamaïque. Il y a la dépose et l'obtention cet été d'un permis d'exploration des grands fonds marins qui se situe dans l'Atlantique, au niveau de la dorsale volcanique, et puis l'élaboration d'une stratégie nationale générale d'accès aux grands fonds marins qui, comme on vous le rappelait, sont riches en tout un tas de choses, et en particulier en amas sulfurés qui concentrent métaux précieux et terres rares. Tout ça dans le contexte de l'excellence de nos grands opérateurs. Technique a été cité tout à l'heure. Il y a Bourbon, il y a Eramet, et puis les établissements publics que sont l'Ifremer et le CHOM. Autre caractéristique de la maritimisation à laquelle nous sommes confrontés, c'est effectivement le développement observé ou prévisible d'une insécurité multiforme dans ces espaces maritimes. Ce sont des espaces ouverts par nature, car les opportunités et les atouts de la maritimisation ne sont pas dissociables de l'émergence de menaces et de risques. Des menaces et des risques qui émanent des acteurs non étatiques, avec les phénomènes de piraterie et de brigandage maritime, les trafics de toutes sortes, mais aussi les tensions entre États maritimes autour de la question de l'accès aux ressources. La mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale en sont les exemples les plus médiatisés, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus proches que nous, l'Est Méditerranée, avec les grands champs de gaz qui sont identifiés et qui concernent un certain nombre de pays, Chypre, la Turquie, le Liban, Israël. Et puis enfin, le corollaire pas forcément rassurant de cette insécurité, qui est le phénomène rampant et rapide de privatisation de l'emploi de la force en mer, avec les équipes de sécurité privées embarquées qui se répandent, et qui est un phénomène important, intéressant, mais qu'il convient de contrôler. L'émergence et la multiplication de bateaux armurerie. Il y en aurait près d'une vingtaine dans la zone de l'océan Indien. Ce sont des bateaux sur lesquels viennent se servir ces équipes privées qui défendent donc des bateaux marchands. Et puis la limite entre les bateaux armurerie et les bateaux d'escorte privée est peut-être dans un proche avenir extrêmement ténue. Voilà. Donc c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse très attention. Le quatrième élément à prendre en compte pour aborder le phénomène de la maritimisation sous un angle national, c'est évidemment celui, et il est très important, de nos ressources limitées, très limitées, en regard de la taille des espaces maritimes que j'évoquais. Donc on a là une pression budgétaire extrêmement forte qu'a évoqué le sénateur Lorjou à l'instant. Au moment où les budgets navals d'autres pays sont en augmentation. Je rappelle que la Marine nationale, en ce qui concerne son apport à l'action de l'État en mer, a un effort qui tourne autour de 80% de celui-ci, et que toute pression budgétaire qui s'exerce sur cette Marine nationale s'exerce sur nos capacités à répondre à nos missions en matière d'action de l'État en mer. Il n'y a aujourd'hui pas de budget de l'action de l'État en mer. Le budget de l'action de l'État en mer, c'est le budget des administrations qui concourent par leurs moyens à l'action de l'État en mer. Alors, les conséquences de la prise de conscience nationale, parce qu'elle existe, et ça a été souligné, de cette maritimisation, c'est l'établissement de jalons ces dernières années pour une politique maritime nationale. A été cité le livre bleu de décembre 2009, la stratégie nationale pour la mer et les océans. Elle pose des principes, elle définit des grands axes. Je mentionnerai aussi, et c'est très important,
le principe des comités interministériels de la mer. Il y en a eu 2 ces dernières années, un en décembre 2009 et un en juillet 2011. Ils sont extrêmement importants par les décisions qu'ils ont adoptées, parce que nombre de ces décisions sont de portée stratégique et qu'elles sont prises à un niveau premier ministériel. Donc aujourd'hui, ce sont des décisions fortes auxquelles on se réfère tous les jours. Alors cette politique maritime, elle est aujourd'hui notamment déclinée à travers un certain nombre de choses. Une nouvelle gouvernance de la mer, issue du Grenelle de la mer, une nouvelle gouvernance qui d'ailleurs n'est pas totalement en place et qui est certainement perfectible, qui mérite d'être clarifiée. Je signalerai qu'ont été installés au niveau de nos façades maritimes des conseils maritimes de façade avec des préfets coordonnateurs, préfets de région et préfets maritimes. C'est un élément fort de la gouvernance. Et puis un conseil national de la mer et du littoral qui, au niveau central, n'est pas encore installé, mais pourrait l'être dans les prochains mois. Autre document important qui pourrait être attendu, c'est une stratégie nationale pour la mer et les littoraux qui reste à écrire et qui devrait constituer une compilation et une mise en cohérence d'un certain nombre de différentes politiques sectorielles ayant trait à la mer, l'environnement, la recherche, la surveillance et le contrôle. Alors, tout ce paysage national, il doit évidemment s'effectuer en lien et en cohérence avec la politique maritime intégrée de l'Union européenne, qui a été établie par une communication en 2007 et dont les constituants sont extrêmement divers et dans un état d'avancement lui aussi très, très divers. Je citerai les stratégies de bassin maritime. Il y en a une pour la Baltique, il y en a une pour l'Atlantique, des initiatives en matière de connaissances marines. C'est la question de l'accès au niveau européen aux données qui sont établies et qui sont détenues par les établissements publics des différents pays, de la planification spatiale marine, c'est-à-dire faire travailler ensemble, gérer de manière coordonnée les activités des différents acteurs du monde maritime. C'est une question qui devient d'ailleurs tout à fait prégnante avec le développement des énergies renouvelables en mer. Et puis la PMI de l'Union européenne, pour les sujets qui nous occupent aujourd'hui, c'est surtout les travaux très importants en matière de surveillance maritime intégrée qui n'ont de sens que s'ils nous apportent de la valeur ajoutée en termes d'efficience et d'efficacité pour nos missions de l'AEM. Et donc il y a une nécessité très forte que nous nous impliquions dans ces travaux. Le secrétariat général de la mer, comme d'autres ministères, sont étroitement associés pour participer, voire même dans certains cas pour être à la poignée de l'éventail de ces travaux sur la surveillance maritime intégrée européenne. Alors aujourd'hui, je citerai plusieurs éléments de l'actualité nationale récente qui viennent appuyer, refléter l'importance de la dimension maritime dans les esprits. C'est d'abord la création d'un ministère des Transports, de la mer et de la pêche. On a là, dans ce ministère, une concentration d'une partie importante des politiques maritimes, même s'il n'y a pas dans ce ministère toutes les politiques maritimes. L'idée qui commence à frémir que le maritime détient un potentiel en matière de gisement de croissance, et ça c'est un sujet qui devrait pouvoir intéresser le nouveau ministère du redressement productif. Et puis, du côté de la représentation nationale, les rapports parlementaires récents, celui du Sénat bien évidemment, qui, pour moi, a la vertu principale, comparée à d'autres travaux, de tirer le maritime vers le large, ce qu'on ne fait pas assez. Et puis je citerai également le rapport de l'Assemblée nationale sur l'AEM, et qui est un petit peu plus ancien. Et puis naturellement, il y a les travaux en cours sur le livre blanc, dont nous espérons qu'il consacrera toute sa place au maritime et remettra un petit peu l'outre-mer en particulier au cœur des problématiques.
Alors, s'agissant de l'action de l'État en mer, qui doit donc être comprise comme une contribution, un outil au service de notre politique maritime. Je rappelle qu'elle est forte de 40 missions, conformément au décret de 2007, et puis qu'elle s'appuie depuis juillet 2011 sur 5 grandes priorités qui ont été définies en comité interministériel de la mer. C'est le sauvetage de la vie humaine et l'assistance aux navires en difficulté, la lutte contre tous les trafics illicites, la lutte contre les narcotrafics est spécifiquement mentionnée, la lutte contre les pollutions marines, notamment les pollutions marines majeures, la protection de nos ressources halieutiques et donc la lutte contre la pêche illicite, et puis la surveillance et la préservation de ce qu'on appelle nos aires marines protégées. Alors si dans le contexte de la maritimisation, je vous parle et j'évoque l'action de l'État en mer aujourd'hui, je voudrais simplement souligner 3 points, 3 piliers qui me semblent caractériser et donner toute sa valeur à l'action de l'État en mer à la française. C'est d'abord une organisation spécifique qui est faite d'une chaîne de responsabilité extrêmement courte, réactive et bien identifiée. C'est une organisation qui, du point de vue du secrétariat général de la mer, donne parfaite satisfaction. Le deuxième pilier, c'est un corpus juridique et réglementaire qui est à la fois solide et évolutif et qui confère largement à notre action d'État en mer son efficacité. Je citerai simplement la compétence qui est donnée à nos commandants de navires et d'aéronefs de constater des infractions et donc de leur conférer des pouvoirs de police. C'est quelque chose dont très peu de pays maritimes disposant de marine ou de fonctions garde-côte ont. Et puis le troisième pilier de l'action de l'État en mer, c'est la fonction garde-côte qui a été créée en décembre 2009. Je dirais que c'est surtout quelque chose qui a été créé au niveau central, puisque au niveau déconcentré, les préfets maritimes, depuis beaucoup plus longtemps, sont les animateurs et les coordonnateurs de l'action de l'État en mer et donc mettent en musique les moyens des différentes administrations qui contribuent à cette action de l'État en mer. Alors, 3 décisions ont été prises en 2009. La création d'un comité directeur de la fonction garde-côte qui est présidé par le secrétaire général de la mer et qui réunit les directeurs des administrations, donc le chef d'état-major de la marine, le directeur des douanes, le directeur de la gendarmerie nationale, le directeur de la sécurité civile, le directeur des affaires maritimes. A également été mis en place un centre opérationnel de la fonction garde-côte qui est adossé à l'état-major de la marine. Là, on est dans la capacité. C'est un centre de veille et d'analyse, ce n'est pas un centre de planification et de conduite. Et puis, cette fonction garde-côte, elle a été créée pour finalement rechercher des synergies et tenter de nous aider à résoudre cette équation très difficile qui est celle de la surveillance et de la protection de nos espaces avec des moyens qui sont somme toute réduites. Donc on recherche des synergies en termes d'organisation, des synergies en termes de formation, des synergies en termes d'infrastructure. Il y a simplement peut-être un problème de terminologie. La fonction garde-côte n'a rien de côtière. Ces missions s'exercent dans la profondeur géographique des espaces océaniques. On traite les problématiques largement au point d'origine des risques et des menaces. Et je vous en citerai simplement quelques-uns. La lutte contre les narcotrafics s'exerce finalement au point d'origine des routes de ce narcotrafic vers l'Europe, c'est-à-dire en coopération avec nos alliés, notamment hollandais et américains, dans les Antilles. Nous avons des officiers de liaison qui sont dans un certain nombre de centres très, très importants. Le Joint Interagency Task Force de Key West,
le MAOC-N de Lisbonne. Donc on voit bien qu'on a, en matière d'action de l'État en mer et d'utilisation de la fonction garde-côte, une défense de l'avant, et pas vraiment côtière. Alors, je voudrais aussi souligner que l'action de l'État en mer, de manière consubstantielle, elle est interministérielle. Donc, on a une très forte imbrication civilo-militaire, et si l'on par le livre blanc aujourd'hui, on est totalement avec l'action de l'État en mer dans le continuum sécurité-défense, qui était une notion au centre du livre blanc de 2008, mais qui devrait être encore davantage reflétée dans le livre blanc, dans les livres blancs actuels. Alors, c'est quelque chose qui ne doit pas nous surprendre, puisque les espaces maritimes, je dirais, sont par excellence et par nature des endroits ouverts où l'on passe aisément de la paix à la crise. Ce sont des espaces où les protagonistes, finalement, se côtoient et où la notion d'escalade, et où d'ailleurs de désescalade, est plus facile qu'ailleurs. Alors je terminerai par le capacitaire et la difficulté que nous avons à gérer cette tension que nous observons sur le capacitaire. Il y a là un problème de cohérence. Comment faire ? Si les solutions étaient faciles à trouver, nous les aurions trouvées. Je voudrais simplement identifier quelques pistes. Tout d'abord, je crois qu'il faut que nous élargissions la notion de capacitaire. Le capacitaire ne se limite pas seulement aux moyens nautiques et aériens. Le capacitaire, c'est aussi les doctrines, les organisations, le matériel, certes, les infrastructures, le leadership, la formation des personnels, et puis aussi l'interopérabilité entre les acteurs de l'action de l'État en mer. Donc c'est une exigence d'autant plus forte qu'il nous faut faire preuve d'imagination aujourd'hui dans le contexte budgétaire qui est le nôtre. La deuxième piste, c'est qu'il faut bien se pencher sur le triptyque surveillance, analyse et contrôle, et puis intervention. La phase de l'intervention en mer nécessite des moyens, mais c'est bien la surveillance qui vient optimiser leur emploi en orientant ces moyens. Et c'est bien dans ce contexte que nous souhaitons faire porter effort sur la surveillance, et notamment la surveillance satellitaire, qu'il nous faut développer compte tenu des caractéristiques de nos espaces maritimes. C'est pas forcément très simple parce que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés sont différentes. De la pêche illégale, des go-fast, des navires pollueurs. Donc c'est pas forcément les mêmes types de solutions. Une autre constatation pour résoudre les problématiques, ça c'est plutôt un fait, et c'est plutôt quelque chose qu'il faut entériner de notre point de vue, c'est que l'AEM repose très largement sur les capacités duales de la marine. Nous n'avons pas de garde-côte, mais nous nous reposons largement sur la marine nationale. Là aussi, encore une fois, c'est le spectre, c'est le continuum sécurité-défense qui nous permet de passer facilement d'une mission à l'autre et d'éventuellement de monter ou de descendre aux extrêmes. Il faut que nous prenions absolument honnêtement les contraintes géographiques qui pèsent sur notre approche capacitaire, notamment compte tenu des distances de nos théâtres outre-mer. Les soutiens croisés interthéâtres au quotidien ne sont absolument pas envisageables. Et puis de même, ces espaces ultramarins sont finalement confrontés à des problématiques de sécurité et de sûreté qui sont assez différentes selon l'endroit dans lequel on se place. Mayotte avec l'immigration illégale, les îles éparses avec un risque de descente de piraterie, de descente en latitude de piraterie, la préservation de nos aires marines protégées qui sont immenses dans ces espaces, la pêche illégale qui là est plutôt un dénominateur commun de beaucoup de nos espaces maritimes, la Guyane avec maintenant l'exploitation offshore et donc des problématiques de prévention anti-pollution. Donc on voit bien qu'il y a des
des sujets différents qui peuvent appeler des moyens différents selon les endroits dans lesquels on se place. J'arrive à ma conclusion. J'ai peut-être été un petit peu long. Je voulais vous décrire un peu cette chaîne logique de cohérence parce que simplement, je voudrais insister sur le fait qu'il ne suffit pas de faire le constat de la maritimisation du monde et de l'inscrire dans une politique maritime. Il nous faut aller jusqu'à l'opérationnalisation des conclusions auxquelles nous arrivons. Et c'est là que se situent les difficultés, et je dirais que c'est peut-être là que se situe un petit peu le défaut français. L'action de l'État en mer est interministérielle. Il faut donc un échelon interministériel suffisamment fort et des processus interministériels suffisamment puissants pour favoriser cette opérationnalisation. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Amiral. Gilles Langlois, à vous la parole. Voilà, merci. Alors, comme vous me l'avez invité tout à l'heure, Monsieur Chapelot, là, je vais définir ce que recouvre... Merci. Ce que recouvre le terme préparation de l'avenir. Alors, finalement, ça recouvre, c'est très simple, ça recouvre deux activités. Donc, une activité qu'on va qualifier de marketing ou de promotion, donc des produits de DCNS, et puis une autre activité qui est le pilotage de la R&D, des budgets de recherche et développement donc, que nous autofinançons pour définir à partir des besoins de nos clients donc ces futurs produits ou ces futures capacités. Alors, bon, la question qui m'était posée était les moyens militaires et civils nationaux en perspective. Alors, comme vous avez pu le remarquer, donc je viens de l'industrie et j'ai délibérément choisi de réduire le champ de la question et de ne l'aborder que sous l'angle des compétences françaises en matière d'industrie. Voilà, donc je laisserai le soin à d'autres personnes plus tard dans l'après-midi de définir le reste. Donc il y a deux dimensions, que recouvre cette notion de moyens militaires et civils. Il y a, alors vous pourriez vous dire qu'en venant de DCNS, j'allais plutôt parler de sécurisation des routes maritimes, sécurisation de zones maritimes étendues, etc. Donc c'est ce que je vais faire avec cette petite image qui illustre nos solutions en termes d'OPV. Là, c'est une illustration de l'OPV Ladroit que nous avons réalisé. Et donc cette illustration permet de montrer un peu les capacités de notre navire doté d'un système de surveillance et d'intervention maritime qui permettent de décupler un peu à un coût réduit les capacités de cette OPV. Ce navire devient un objet communicant interagissant avec des moyens aéromaritimes de la marine ou d'autres administrations et permettant ainsi au navire de voir plus loin que ses propres senseurs. Voilà. Bon. Mais je ne vais pas limiter mon intervention à cet aspect de la sécurité des voies maritimes. Je voudrais aborder d'autres aspects un peu peut-être sur lesquels on attendrait moins des CNS, bien que ça ait été introduit tout à l'heure par Philippe Chevalreau. Ouais. C'est l'exploitation durable des richesses de la mer. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi nous pensons à DCNS que c'est un sujet important. Alors, bon, moi je suis architecte naval de formation, donc je vais commencer par rappeler quelques ordres de grandeur qui permettent de fixer les choses. Alors, le général Duquesne a rappelé tout à l'heure que le secteur maritime français, c'est de l'ordre de 310 000 emplois directs hors tourisme. En valeur en euros, enfin en valeur de production, c'est de l'ordre de 52 milliards d'euros, donc c'est une somme importante, et c'est autant que l'automobile et 2 fois le chiffre d'affaires du secteur de l'aéronautique. Alors, bon, tous ces chiffres, on peut les retrouver dans le rapport parlementaire sur la maritimisation, et je voudrais, au travers de cette tribune, insister sur 3 idées fortes à retenir en termes
secteur maritime ou d'industrie maritime. Donc c'est que d'une part, la France dispose d'un secteur maritime à fort potentiel et couvrant tous les domaines du spectre, avec une industrie de défense de tout premier plan qui lui permet d'innover, et avec un secteur, et c'est un secteur en forte croissance. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir sur ces 3 idées pour montrer pourquoi il faut continuer d'investir dans le domaine maritime, pour essayer de vous démontrer cela. Alors la France dispose donc d'un secteur maritime à fort potentiel, avec des entreprises d'excellence, que ce soit dans la recherche scientifique, dans l'océanographie, dans le transport maritime. On a des grands groupes de transport de classe mondiale, dans la construction navale, civile et militaire, dans les énergies. Donc les hydrocarbures en sont le fer de lance actuellement, mais maintenant on commence à parler d'énergie marine renouvelable, dans la surveillance maritime, la pêche hauturière et bien sûr le tourisme. Alors, un des aspects, le secteur maritime français est un secteur de tout premier plan au niveau mondial, étant donné la taille ou l'ordre de grandeur que je citais précédemment. Il s'appuie aussi sur une industrie de défense, elle aussi de tout premier plan. Alors c'est pas parce que j'en viens que je souhaite aborder cet aspect-là, mais c'est aussi parce que le secteur de défense est important, car c'est en partie grâce à lui et grâce à ses investissements en matière de R&D qu'on peut développer la maîtrise de savoir-faire et de technologies complexes, et que la maîtrise de ces technologies complexes contribue à l'autonomie de la France. Un des aspects importants, c'est par exemple la crédibilité de la dissuasion qui existe grâce à cette autonomie. Alors, elle contribue, le domaine naval militaire contribue aussi à la diffusion de cette innovation au travers de la société et à la compétitivité du pays. Alors, là aussi, encore quelques chiffres pour fixer un peu les ordres de grandeur. Donc, des CNS, c'est 2 milliards d'euros de valeur ajoutée en France, c'est 13 000 emplois directs, dont la plupart, 98% en France, et plus de 50 000 emplois indirects. Donc la plupart, à forte valeur ajoutée, c'est de l'ingénierie ou des développements logiciels, et donc tous les bassins d'emploi, dans un certain nombre de bassins d'emploi sensibles. Pardon. Alors, dans le domaine du naval maritime, on peut citer quelques grandes réalisations, quelques réussites nationales. Le tir de missiles M51 sur le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Terrible. Alors, on peut dire que c'est acquis, mais le maintien de la compétence, c'est quand même un challenge permanent et qui nécessite des investissements importants. Je vais juste citer un exemple. Si on compare avec les Britanniques, qui ont une industrie navale réputée forte, un budget de la défense consacré au naval supérieur au nôtre, ils n'ont pas été capables de terminer seuls leur dernier programme de sous-marins. Et pour le terminer, ils ont fait venir plus d'une centaine d'ingénieurs américains qui ont pris en main le programme et qui sont venus leur prêter main forte et qui l'ont verrouillé pour des décennies. Ils ont rajouté un certain nombre de boîtes noires à l'intérieur qui font que dès qu'ils veulent ouvrir ou réparer le moindre système, ils sont obligés de demander aux Américains. Voilà. Donc ça tient quand même à peu de choses, ces grandes réalisations. Un autre aspect, une grande réussite aussi que le domaine de la défense a pu réaliser ces dernières années, c'est l'interception d'une cible supersonique à très basse altitude à partir de la frégate Forbin. Donc ça, c'est une première en Europe. Et à ma connaissance, donc, il n'y a que 2 nations qui sont capables de le faire. Donc c'est les États-Unis et la France. Alors, je vais citer aussi quelques succès, un certain nombre de grands succès à l'export que nous avons eus avec les frégates Lafayette, les frégates Frême, les BPC assez récemment, et puis les sous-marins Scorpen, où la part de l'export à des CNS est passée de 15% dans les années 2000 à 50% en 2009. Je ne connais pas beaucoup d'industries en France dans lesquelles c'est arrivé récemment. Ça fait du bien. Alors, le discours est assez positif. Néanmoins, la position, elle n'est jamais complètement consolidée.
elle est menacée par l'émergence de sociétés asiatiques, comme la Corée du Sud et la Chine. Alors moi, je le vis quasiment tous les jours, parce que, comme je disais, je fais la promotion des produits en France, mais aussi à l'export. Et on retrouve la Corée du Sud et la Chine qui commencent à inonder le marché avec des stratégies très agressives et soutenues par leur gouvernement. Enfin, ils donnent quasiment des navires à certains pays. On l'a vu récemment en Afrique, et puis on les retrouve aussi sur les prospects en Amérique latine. Donc pour revenir sur ce constat, l'avenir de l'industrie navale en France, elle repose quand même en grande partie sur ces produits de forte valeur ajoutée, avec beaucoup d'innovation. Et donc il est important, pour disposer de ces capacités et l'autonomie de pouvoir développer ces capacités, de soutenir et de mieux organiser la recherche et le développement et l'innovation dans ce secteur. Alors c'est aussi pour cela, encore un peu de promotion, que DCNS propose de lancer un programme fédérateur de R&D, Advancy, que je ne vais malheureusement pas développer complètement ici, visant à doter les navires de la Marine nationale de futures capacités à coût maîtrisé d'ici 5 à 15 ans. Et ce programme vise à structurer la filière navale de défense en alignant les efforts de recherche et développement de l'État, au travers des PEA, avec ceux de DCNS, avec une partie d'autofinancement, et celle de ses partenaires. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième aspect de ma présentation, donc sur l'aspect secteur maritime de défense, qui permet de développer donc la recherche. Le troisième aspect que je voulais aborder, c'était le fait que le secteur maritime dans son ensemble est un secteur à forte croissance. Alors comme Philippe Chapelot le disait tout à l'heure, ça se voit dans Flotte de combat avec les 150 pages supplémentaires. Bon, tout ce marché n'est malheureusement pas encore accessible, mais nous avons mené à DCNS une étude sur l'avenir de l'économie maritime, et nous avons passé au crible l'ensemble des secteurs d'activité pour déterminer les marchés potentiels dans les 20 ans à venir. Alors nous avons bien sûr analysé le marché de la défense, mais aussi celui de l'exploitation des ressources en mer, l'halieutique, les hydrocarbures, les énergies marines renouvelables, et aussi les services. C'est un point important. Et actuellement, donc pour fixer là encore quelques ordres de grandeur, l'économie maritime du monde est estimée à de l'ordre de 1500 milliards d'euros par an. C'est en gros le chiffre d'affaires annuel au monde. C'est à comparer au chiffre de 52 milliards d'euros pour la France que je citais précédemment. Et ce chiffre d'affaires, ce qu'on a vu, c'est que, étant donné son trend de croissance par rapport aux 10 dernières années, devrait croître de 30% dans les 10 ans à venir. Soit en gros une augmentation dans 10 ans, en 2022, de l'ordre de 500 milliards d'euros. Alors, bon, cette croissance va se faire dans des secteurs qui, aujourd'hui, dans des nouvelles activités, comme par exemple les énergies marines renouvelables. Alors, en comparaison, donc cette croissance qui peut paraître énorme, 500 milliards d'euros par an, elle est du même ordre de grandeur de celle du luxe, de l'industrie du luxe, qui est de l'ordre de 400 milliards d'euros, la croissance envisagée, et puis celle de l'aéronautique, qui est de l'ordre de 600 milliards d'euros dans les 10 ans à venir. Alors, le message que je souhaitais, sur lequel je souhaitais insister, c'est le fait que l'industrie française, si elle y met quelques moyens dès maintenant, pourrait capter, on estime, de manière assez... sans être trop optimiste, on pourrait capter de l'ordre de 10% de cette croissance du marché naval, ce qui représente en gros 50 milliards d'euros par an, et ce qui ferait en gros quasiment doubler le chiffre d'affaires actuel, avec des conséquences positives sur l'emploi. Donc ça ferait de l'ordre de... actuellement on a 310 000 emplois en France dans le domaine, donc ça pourrait permettre de les doubler d'ici 10 ans. Alors, une idée simple que je vous propose, c'est que nous pourrions devenir... Alors, je ne parle pas au nom de DCNS seulement, mais de la filière navale, nous pourrions devenir, par exemple, des leaders mondiaux dans le domaine des énergies marines, avec ce que cela implique
pour nos emplois, notre balance commerciale et notre indépendance énergétique. Donc ici, là, j'ai quelques illustrations des différents systèmes d'exploitation d'énergie des mers avec des hydroliennes sous-marines, des éoliennes flottantes et puis une unité d'énergie thermique des mers donc, que nous avons étudiée. Et ici, un champ de ce que nous imaginons, un champ d'éoliennes flottantes. Voilà. Alors, donc bien sûr, DCNS, comme vous l'aurez compris, se positionne sur ce marché, mais n'est pas le seul acteur dans le domaine. Alors, donc ça, c'est ce que nous avons étudié avec, enfin, c'est ce que, sous l'impulsion de notre PDG Patrick Boissy, hein, c'est ce que nous avons étudié dans les 3 ou 4 dernières années, mais il nous demande d'aller toujours plus loin, et donc nous examinons actuellement d'autres solutions, enfin, en s'appuyant déjà sur les démonstrateurs d'énergie marine renouvelable que nous avons réalisés, et nous pensons, ou nous examinons en ce moment, le volet nouvelles activités marines, qui permettra de définir d'autres solutions, comme par exemple de définir ce qu'on appelle des zones d'activité en mer. Alors j'ai une autre illustration qui permettrait de montrer, alors on parlait tout à l'heure de petits îlots là, dans lesquels on rassemblerait un certain nombre de fonctions. Des nénuphars. Voilà, des nénuphars. Alors là, ça ressemble moins à des nénuphars, quoique celui sur le premier plan. Alors, nous travaillons avec le Corican et la filière navale, donc au développement de la feuille de route, enfin, d'abord sur la feuille de route, hein, pour définir ces nouvelles activités en mer. Et il apparaît d'ores et déjà que cela représente un potentiel de développement très important, voire indispensable au développement durable de notre pays, voire de l'Europe. Alors, les marchés concernés par ce type d'activité sont très larges. Alors ce ne sont pas forcément des marchés nouveaux, mais ce qui est nouveau, c'est la manière de traiter ces activités industrielles qui serait de les traiter en mer. Donc il y a le domaine de l'énergie, on en a parlé tout à l'heure, avec les énergies marines renouvelables. Il y a l'agroalimentaire, avec tout ce qui est ressources halieutiques. La production d'eau douce, avec les usines de dessalement, la santé, le cosmétique, les cosmétiques, pour fabriquer des algues ou un certain nombre de produits développés dans la mer, et puis on pourrait imaginer aussi des usines d'assainissement, etc. Alors, nous pensons qu'il y a un certain nombre d'opportunités à saisir pour l'industrie navale dans la conception et la maîtrise d'œuvre de ces grands ouvrages, mais pas seulement, il y a aussi dans la fourniture des produits, des services, et surtout l'exploitation pendant toute la durée du cycle de vie, donc de la conception jusqu'au cycle de fin de vie. Bon, alors, il y a de nombreux domaines techniques hein, qui sont concernés, hein, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est autonomie, avoir la capacité de vivre loin et longtemps sur ces îlots avec un équipage réduit, l'exploitation durable, la maîtrise des rejets, etc., et la sûreté et la sécurité, bien évidemment. Alors ces nouvelles activités devront être sobres et efficaces énergétiquement et prendront en compte tous les aspects environnementaux durant tout le cycle de vie et de la conception au démantèlement. Bon, voilà, je voudrais juste conclure que nous, des CNS, pensons que la mer, c'est l'avenir. Le secteur maritime est encore en pleine croissance et qu'en cette période de difficultés budgétaires, c'est un secteur où les investissements auront des retombées positives plus rapides qu'ailleurs en termes d'emploi et de compétitivité. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Il nous reste encore un peu de temps, heureusement, pour la séance des questions-réponses. Donc, je pense qu'il y a des micros. Oui. N'hésitez pas, signalez-vous. Et on commence tout de suite. Merci. Bonjour, Charles Thioun, chargé d'études. Par ailleurs, j'ai d'autres fonctions, mais là, je m'exprime à titre personnel. Donc, pas plus tard qu'hier, j'ai participé à un colloque de l'IRIS
concernant donc les menaces en mer méridionale, mer de Chine méridionale. Et j'ai posé la question à l'amiral Vichot concernant l'absence de porte-avions dans les prochains mois, quand notre Charles de Gaulle sera en révision générale pour 1 an et demi. Et qu'est-ce qu'on fait en cas de crise grave, sachant que le porte-avions n'est pas forcément un outil de combat, mais d'abord un outil diplomatique pour éviter justement d'aller au combat. Et sachant que nous avons donc, je ne reviendrai pas sur les enjeux, sur les ressources naturelles, etc. Je précise toutefois que nous avons des terres rares aussi à Mayotte. Et sachant que, pour, on va dire, prendre un langage direct, cher l'amiral Lajousse, des alliés, la menace, on se focalise sur la Chine, mais la menace peut très bien venir de la part d'amis, puisque dans les Falklands ou les Malouines, selon le camp, des alliés se sont castagnés. Voilà. Et l'amiral Vichot m'a répondu que il appartient donc au pouvoir politique de mettre en adéquation les moyens de la Marine nationale par rapport aux ambitions que le pouvoir politique affiche pour le pays. Voilà. Donc, monsieur le sénateur, peut-être, mais vous êtes déjà acquis aux convictions marines. Ma deuxième question s'adresse donc à l'amiral Chevalereau concernant l'AEM. L'AEM, comme vous l'avez dit, c'est une chaîne logique de cohérence. Néanmoins, je note une certaine incohérence par rapport à la LOLF, puisqu'on est parti du régime de l'ordonnance de 58, d'une logique de moyens, vers une logique de mission et surtout une logique de coût. Or, l'apport de la Marine nationale à l'AEM, elle ne retrouve pas ses débours. En d'autres termes, j'avais posé la question donc à quelqu'un du secrétariat général de la mer concernant donc la dotation budgétaire des uns et des autres. Cette personne m'a très bien répondu par une métaphore, c'est que si un incendie se déclare dans la base navale de Toulon, c'est à la Marine nationale de prendre ses dispositions pour l'éteindre et non point le Conseil général. En revanche, si un incendie se déclare dans le port de Plaisance, la Marine nationale peut être sollicitée pour porter secours. Et donc, ça me permettra de venir, j'en termine, à Cherbourg, puisque j'y étais la semaine dernière. Donc, concernant l'AEM, un ATL2, Atlantique 2 de la Patmar, a été mobilisé toute une nuit pour participer à la recherche d'une embarcation de plaisance. Et ça, c'est pour les pieds de la Marine nationale. Voilà. J'en termine donc pour DCNS, puisque j'étais je confirme tout à fait, nos amis britanniques ont fait appel à nos soudeurs, parce que nous détenons des compétences grâce à des packs pro, dont je loue le mérite. Merci, merci monsieur. Vous savez bien que si nous n'avons pas de deuxième porte-avions, c'est la faute à des CNS. Ils nous ont prêté un OPV alors qu'on leur avait demandé un porte-avions. Monsieur le sénateur. Monsieur Thioune me met dans une position extrêmement inconfortable. Dans le temps, la politique, c'était le souhaitable. Aujourd'hui, c'est le possible. Donc, malgré effectivement mon adhésion personnelle à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire
construction d'un deuxième. Le porte-avions, il faut du temps, il faut de l'argent. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Permettez-moi simplement d'apporter 2 petits bémols à votre assertion. Le premier, c'est que je ne crois pas, mais je parle sous le contrôle de l'amiral, je ne crois pas que le porte-avions sera immobilisé plus d'1 an. Vous avez dit 1 an et demi, je crois que c'est un peu moins d'1 an. Et deuxièmement, la réactivité de nos personnels, la grande qualité de la marine française, fait que s'il advenait qu'il faille, dans une situation de crise qui se développe, remettre à l'eau assez rapidement le Charles de Gaulle, eh bien, nous pourrions le faire. Étant donné que, quand je dis une crise, c'est pas demain matin, il faut intervenir. On parle de quelques mois, naturellement, une crise géostratégique globale. Pour les aspects purement pratiques, il faudra poser la question aux marins. En tout cas, bon, vous avez souligné, ce faisant, l'extraordinaire difficulté dans laquelle nous avons à opérer des choix à long terme. Je l'ai dit tout à l'heure, le livre blanc et la maritimisation est un concept, entendez-moi bien, c'est pas le lobby de la marine à l'intérieur de l'armée française pour mettre plutôt l'accent sur la marine que sur l'armée de l'air ou l'armée de terre. Il y a la dimension amphibie avec l'armée de terre, il y a l'armée de l'air. Je suis moi-même un aviateur, vous voyez, je défends la maritimisation et je suis un aviateur. Tout cela est lié. Et en vérité, le concept de maritimisation est un concept multidirectionnel. Il est la conséquence d'une situation stratégique qui est nouvelle. Et les choix que nous devons faire à travers le livre blanc et ensuite dans l'application des tranches annuelles budgétaires doivent tenir compte de ce fanal qui va nous guider. Donc, je ne peux pas répondre à une question qui est ponctuelle, qui est inscrite dans l'immédiateté, alors que le travail que nous avons fait avec mon collègue sénateur d'ailleurs Trier, sénateur UMP de Loire-Atlantique, auquel je rends hommage aussi, nous sommes inscrits dans le temps long et le grand large qui sont les caractérisations de la mer. Amiral, la transition est toute faite. Simplement pour dire, je pense que la question du porte-avions, l'amiral Touvenin de l'état-major de la marine est là et je pense qu'il est plus à même que quiconque pour répondre à cette question. A été évoquée, là je fais une incidence, la question des menaces en mer de Chine, les possibilités de dérapage, de conflits ont été évoquées, les Malouines. Je veux simplement en profiter pour dire qu'à l'origine du conflit des Malouines en 1982, il y a un certain nombre de facteurs qui ont joué pour que le gouvernement argentin de l'époque prenne la décision d'envahir les Malouines. Mais il y en a un qui est intéressant. C'est le fait que les Britanniques aient retiré quelques semaines ou peu de mois auparavant le dernier patrouilleur dont ils disposaient. On sait que dans l'appréciation qu'a fait le gouvernement argentin de la situation, l'interprétation de ce retrait a été pris comme un désintérêt, peut-être une marque de désintérêt politique de la part. Donc il y a une continuité entre finalement nos moyens d'action de l'État en mer, c'est ce que je disais tout à l'heure, et puis le développement de scénarios beaucoup plus lourds auxquels des nations peuvent être confrontées. Alors après, sur l'incohérence de l'action de l'État en mer, alors évidemment, j'aime beaucoup ce que le sénateur Lorgeau vient de dire, il y a le souhaitable et le possible. Je disais que nos espaces maritimes étaient uniques parmi nos voisins, ils sont immenses. Et on fait avec ce qu'on a et on fait comme on peut le faire. J'évoquais les capacités duales de la Marine nationale. C'est extrêmement important. C'est une réponse à cette problématique.
Alors si un ATL2 a été mobilisé toute une nuit pour se tenir prêt ou faire des recherches en mer, on est complètement dans le contexte de ces capacités duales. L'Atlantique, il sert aussi à faire autre chose. Bien évidemment, il m'est moi-même arrivé d'être dérouté sur des opérations de sauvetage. Donc on fait, c'est le couteau suisse. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Ceci ne nous empêche pas de travailler au secrétariat général de la mer et avec les administrations aux notions de valorisation des missions de l'action de l'État en mer. C'est extrêmement difficile. On essaie de le faire avec l'aide des administrations et c'est un travail, pour répondre à votre question, c'est un travail qui est en cours dans un contexte lolfien qui ne facilite pas les choses, c'est vrai. Merci. D'autres questions? Claude Foulon, application végétale. Grâce à l'IHEDN, je vais pouvoir profiter de la compétence des intervenants. Moi, je représente un petit peu des petites entreprises, des inventeurs. Et ma question s'adresse à M. Gilles Langlois. Je voudrais savoir, comme vous savez, puis j'ai retenu surtout public-privé, comme vous le savez, pour des petites entreprises, c'est très très dur d'obtenir du financement, même quand les idées sont fabuleuses. Je voulais savoir si dans votre structure, on pourrait bénéficier de la recherche, de la R&D, les laboratoires et la recherche, et quel serait le coût? Oui, alors, merci pour cette question. Alors effectivement, alors je ne l'ai pas complètement détaillé, mais le programme fédérateur de R&D que nous envisageons, Advancy, qui a pour vocation de développer les capacités futures de la marine, nous comptons très largement associer des partenaires industriels, alors des grands, mais aussi des petites PME, à venir développer avec nous ces nouvelles capacités. Alors, bon, aujourd'hui, ce programme fédérateur de R&D couvre essentiellement des développements de type plutôt, de type capacité militaire. Je crois que vous êtes, si j'ai bien compris, dans un secteur plutôt biologique. Donc, nous n'avons pas encore lancé de programme fédérateur dans ce domaine-là. Donc, mais je prends note et puis on examinera le cas échéant. Puis-je ajouter que dans le budget 2013, le ministre de la Défense a proposé, et je pense qu'on va tous le voter, une augmentation de 9% de ce qu'on appelle les études amont pour plus de 800 millions d'euros. Ce qui prouve la volonté de préparer l'avenir. Et c'était important que cette réponse fût apportée, car elle montre que ce n'était pas simplement un budget de transition, c'est-à-dire un budget transi, mais qu'à l'intérieur de ce budget, il y a des éléments qui s'efforcent de préparer l'avenir. Monsieur. Catoire, ancien diplomate allemand. J'ai une question plutôt civile, commerciale à Monsieur Langlois et éventuellement aussi au sénateur. Toutes ces îles artificielles et tout le offshore, comme on l'entend ici et pas normalement dans la discussion offshore, banque, etc., a un côté fiscal. Est-ce qu'en France, on a réglé ça parce que ça, 20% de plus ou de moins, c'est très important. Je vous le dis parce qu'en Allemagne, on ne l'a pas encore réglé. C'est-à-dire, d'abord, on n'est pas touché comme la France, mais si vous avez le deuxième territoire à juridiction limitée dans le monde, bien sûr, c'est très important. Et est-ce que vous pensez à mettre ça au niveau européen? Parce que dans la directive de Bruxelles de 1977, qui a été un peu reformatée il y a quelques années, ça a été laissé à chaque pays de se débrouiller, etc. Je voulais ajouter, et je ne vais rien ajouter sur l'histoire des Malouines, parce que moi j'étais à Buenos Aires d'abord, lorsqu'il y avait le premier conflit avec le Chili, et ensuite j'étais dans la cellule de crise à Bonn, et je pourrais ajouter beaucoup de choses à ce point de vue. Vous aurez l'occasion à la pause qui va venir. Monsieur Langlois. Oui, alors moi je vais peut-être un peu trop vite esquiver la question
sur effectivement quelque part les aspects, enfin les charges sociales qui pourraient être associées à ces îles, ouais, enfin ou ces charges fiscales, pardon, qui pourraient être associées à ces, ouais, voilà. Alors j'imagine que votre question elle est plus large que la simple acquisition. J'imagine que c'est aussi pour le. C'est-à-dire dans Montego Bay, c'est clairement dit que chaque pays peut revendiquer la territorialité de ses îles dans le sens fiscal et de toute mesure d'exploration, etc. Ouais. Et là, c'est dès le début une affaire de 20% ou plus, et c'est aussi une question d'exportation de matériel. C'est-à-dire, si vous exportez de l'Hexagone du matériel vers ces îles, c'est la question si on vous rembourse la TVA ou si on ne la rembourse pas. Et est-ce que c'est soumis à tous les taxes possibles et imaginables en France? Et c'est très très important. Et n'importe quel entrepreneur réfléchit d'abord, quand il investit, quelles sont les conséquences fiscales. Bon, moi, je n'ai pas vraiment complètement la réponse à votre question. Je ne suis pas fiscaliste et je ne suis pas venu ici pour défendre le point de vue de Bercy. Puisque nous sommes au contraire en posture de demander. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que pour ce qui est de la territorialité française, si je prends par exemple le gisement de pétrole au large de la Guyane, je crois que c'est la fiscalité de droit commun qui va s'appliquer. Et s'il advient qu'en 2019, 200 000 barils jour sont extraits et sont vendus, ça fera 1 milliard de taxes naturelles qui vont tomber dans l'État, dans les poches de l'État. Voilà ce que j'appelle une excellente conciliation entre le domaine public et le domaine privé, et qui illustre le raisonnement que nous tenions ensemble, à savoir que la mer est un gisement considérable de ressources. Quelqu'un a évoqué tout à l'heure les terres rares, par exemple au large de Wallis et Futuna. Et c'est la raison pour laquelle c'est un effort et une ambition de longue haleine à laquelle nous sommes appelés à travailler, puisque si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait d'abord que nous listions avec tous les instituts, nous listions tous les gisements, ensuite que nous regardions quelle est leur faisabilité économique pour leur entrée sur le marché, qu'ensuite qu'on sécurise, qu'on regarde comment adapter notre effort de défense multidirectionnel. On ne va pas dire uniquement la marine, puisque c'est évident. La géographie, la commande de l'histoire économique. Il y a là, si la France, cher ami allemand, vous avez compris qu'on était un peu dans une turbulence financière. Oui. Donc, il n'y a pas 36 politiques possibles. Hein. C'est où on laisse filer et puis le déclin sera irrémédiable, où il faut rétablir des disciplines budgétaires. C'est violent pour nous, les Français. Mais il faut que l'État retrouve des fondations. Ce n'est pas le ministre de l'économie et des finances allemand qui dira le contraire d'ailleurs. Donc de la discipline, ben oui, il faut de la discipline. De temps en temps, il faut avoir le sens de l'effort. Et si on a trop laissé filer, il faut rétablir des équilibres. Alors, comment les rétablir ? Vous savez que cette année, on a 30 milliards, on a besoin de 36 milliards. Donc, on partage entre les trois agents économiques à l'État de faire des économies. Et par exemple, sur le budget de fonctionnement de 2013 de la Défense nationale, il faudra faire 7% d'économies. On les a déjà listées pour préserver précisément notre capacité de maintien dans l'investissement de nos équipements, de préparer la recherche, comme je l'ai dit. Alors fiscalement, pour les futurs territoires et richesses dont vous parlez, je ne peux pas vous répondre, je ne le sais pas. Mais au moins là, on a une planche de salut. Alors,
Non, je ne peux pas vous répondre. Gilles Langlois, voulez-vous ajouter quelque chose? Croyez bien que je reposerai la question qui est très pertinente et dont je vous remercie. L'Angleterre a clairement réglé. Oui, l'Angleterre a une capacité à to cut parfois les programmes d'une manière très claire. En vertu de la discipline, non pas budgétaire, mais horaire, on va prendre une dernière question. Il m'avait semblé voir... Capitaine de corvette du Bois, donc je suis stagiaire à l'école de guerre. Une question qui ne veut pas remettre en cause le fonctionnement de la chaîne AEM, qui est d'un point de vue opérationnel est remarquable. Cependant, on a quand même l'impression qu'on se satisfait de ce qu'on a. Et moi, je trouve que de ne pas avoir de ministère qui porte clairement le nom de ministère de la mer est fort regrettable à une époque où la mer est vraiment l'enjeu du XXIe siècle. On vient d'en parler longuement. Et donc, il n'est pas nécessaire d'avoir des administrations nombreuses pour avoir un ministère, mais c'est aussi une affirmation plus symbolique. Alors, vous avez mentionné que le ministre des Transports est également ministre de la mer, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Je répondrai par une autre question. Est-ce qu'il existe un ministère de la Terre? Non, la mer est extrêmement vaste dans les politiques qu'on y trouve. Je disais que l'actuel ministère des Transports, de la mer et de la pêche avait fait un pas vers la concentration d'un nombre supérieur de politiques maritimes par rapport à ce qui était dispersé avant, mais il est loin de concentrer toutes les politiques maritimes. Quand on évoque la recherche en mer, il y a un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est ministère de tutelle de l'Ifremer, par exemple. Le programme de délimitation maritime, on est en interaction sur la scène internationale avec les autres. Et ça, on a un ministère qui s'appelle le ministère des Affaires étrangères. On a bien évidemment un ministère de la Défense. Bon. Donc, je crois imaginer un ministère de la mer qui aille beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui, c'est extrêmement difficile et ça correspond pas au faisable. Bon, je pense qu'il faut renforcer l'interministérialité. On est dans de l'interministérialité. Ça c'est sûr. Il faut renforcer les processus interministériels. C'est pas forcément facile, mais on s'y emploie. C'est pour ça qu'il y a un secrétariat général de la mer aussi. Merci, Amiral. Sur votre réponse, nous allons clore cette première table ronde. Rendez-vous dans un quart d'heure pour la seconde. Merci.